Bienvenue à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Donc, comme on vous l'a présenté, cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences qui est mis en place par le Master de droit de la matière pénale dirigé par Monsieur Ludwigsack. Donc, on va commencer ce cycle de conférences ce soir avec la médiatisation et la défense pénale et les risques qu'elle encourt pour la défense pénale. Donc, ensuite, il y aura jeudi prochain une conférence sur les médiatisations de la condition carcérale. Ce cycle de conférences s'achèvera le 15 avril par un colloque, de manière plus générale, qui s'inscrit dans le thème de la confiance au sein de l'institution judiciaire. Donc, je vais laisser Monsieur Ludwigsack vous introduire ce sujet. Merci. Alors, bonsoir à toutes et tous. Juste un tout petit mot pour vous remercier déjà de votre présence et puis remercier nos intervenants. Merci, cher maître, d'être présent ce soir. Merci surtout aux deux étudiants organisateurs de cette première manifestation ce soir, qui ont beaucoup travaillé en très peu de temps. Donc, bravo déjà pour ce que vous avez réalisé. Alors moi, je suis très fier toujours de voir mes étudiants participer à une manifestation universitaire. C'est la 12e année d'existence du Master droit de la matière pénale, donc 12e manifestation. Mais c'est une première quand même cette année, puisqu'il n'y a pas une manifestation, mais 3. Ils ont réussi à me convaincre de faire donc 2 conférences plus la journée d'études classiques, qui porte effectivement sur ce fil rouge de la confiance en droit pénal de façon générale et dans l'institution judiciaire par ailleurs. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir est important quand on est étudiant en droit pénal et quand on est même professionnel et qu'on touche à la matière pénale de façon générale, même si au regard des événements mondiaux actuels, les questions qu'on pourrait se poser ce soir pourraient sembler un peu accessoires. Et pourtant, la question des droits de la défense et la question de la médiatisation sont aussi des enjeux de démocratie. Et donc, il n'y a pas de lien direct avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine, mais ça reste un enjeu de démocratie. Il ne faut pas perdre ça. On voit que, je fais juste le lien avec les médias, qui sont un peu verrouillés, ci ou là. Je n'irai pas plus loin, bien sûr, là-dessus, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse clairement ce soir, mais je voulais faire une toute petite référence à ça, et pour vous dire que même si on est juriste pénaliste en interne, en national, on s'intéresse quand même à toutes ces questions-là, et d'un point de vue criminologique, il y aurait d'autres éléments à relever. Je m'arrête là. J'avais promis de ne pas parler trop longtemps, donc je m'arrête. Je vous souhaite une excellente conférence et encore une fois, merci à nos 3 intervenants. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci, Monsieur Ludwigsack, pour vos mots. Un petit mot d'introduction. On voulait, à l'orée de cette conférence, rendre hommage à l'ancien bâtonnier de Paris qui est malheureusement décédé hier, Olivier Cousy, et donc rendre hommage à travers cette conférence à son mandat de bâtonnier et sa carrière d'avocat qui a été la sienne. Remercier nos 3 intervenants en faisant une biographie assez rapide. Tout d'abord, maître Roxana Nasserzadeh, qui est avocate au barreau de Lyon, membre du Conseil de l'ordre du barreau de Lyon, et également coprésidente de l'association Prison Insider, pas l'ONG, l'association Prison Insider, qui vise donc à informer internationalement sur les situations et les conditions dans les prisons dans le monde entier, non pas qu'en France. Et puisqu'on va donner à chaque fois un fait d'armes qu'on reviendra peut-être dans la discussion, on échangera avec vous peut-être sur l'affaire du petit Valentin plus tard dans les échanges. Maître François Saint-Pierre, vous êtes avocat au barreau de Lyon. Je me suis déjà excusé plusieurs fois, je le fais une 3e fois. J'ai omis plusieurs titres sur l'affiche. Vous êtes avocat au barreau de Lyon, co-directeur de l'Institut de la défense pénale de Marseille avec maître Philippe Voulant et également auteur du guide de la défense pénale, si je ne me trompe pas, dont la 5e édition sortira bientôt, et auteur de plusieurs ouvrages chez Odile Jacob, dont le dernier, un pays qui voudrait rester libre, chronique d'une accoutumance sécuritaire 2015-2020. Et enfin, maître Philippe Edmond Mariette, avocat au barreau de Fort-de-France, ancien député de la Martinique de 2003 à 2007, et vous êtes également
l'ancien directeur du CRFPE en Martinique et membre du Conseil économique et social. J'ai évoqué les faits d'armes, le vôtre sur lequel on va peut-être longuement revenir, Maître Saint-Pierre, et l'affaire Maurice Agnelet, et vous, Maître Edmond Mariette, sûrement l'affaire Rudy Alexis. Alors, si on a fait le choix avec Clara de cette conférence, c'est parce que très récemment, dans une émission de télé assez suivie par beaucoup de téléspectateurs chaque jour, plusieurs personnes se sont interrogées sur le cas de Nordal Lelandais. La question n'est pas là de revenir sur sa culpabilité ou non, mais surtout la question est venue au fil des échanges de dire mais la prison ne sert à rien. Au regard des discussions sur cette affaire depuis le début, la peine de mort serait plus rapide et ça éviterait à la société de payer des années et des années de prison. Cette émission est sur la chaîne numéro 8, je ne donnerai pas plus de noms. Vous devez largement imaginer laquelle c'est et qui fait donc visiblement du juridique. Et partant de cette discussion avec Clara, au même moment où on interrogeait M. Lizac sur la possibilité de faire des conférences à côté, on s'est dit que le meilleur sujet donc, pourrait être celui de la médiatisation et comment la défense globalement, le prévenu et l'avocat peut se débrouiller pour laisser une certaine liberté et une certaine responsabilité avec des droits de la défense qui sont marqués et assurés. Je vais laisser Clara maintenant rentrer plus dans le vif du sujet avec les enjeux et la première question qu'elle va vous poser. Je vous remercie encore une fois pour le déplacement et votre venue ce soir et vous dire un grand merci pour nous de pouvoir vous interroger. Merci. Merci Axel. Donc, comme mon camarade vient de vous l'expliquer, ici, ce soir, nous allons étudier les conséquences qu'a la médiatisation sur les droits de la défense. On ne va pas s'interroger sur les causes, notamment de cette défiance qu'elle peut entraîner au sein de la justice, au niveau des justiciables, la manière dont ils perçoivent la justice. Mais aujourd'hui, le phénomène de médiatisation de la défense pénale n'est pas un phénomène nouveau, puisque depuis les années 1980, c'est un phénomène qui est très présent. À ce titre, on peut citer l'affaire du petit Grégory, dans laquelle les médias se sont saisis de l'affaire. Ils ont même fourni des éléments d'enquête aux enquêteurs. Ils accompagnaient la famille au tribunal. On peut également citer l'affaire d'Outreau, dans laquelle la presse a considérablement participé à l'élaboration de ce fiasco judiciaire. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est basculé d'une presse écrite qui était orientée autour d'une presse d'investigation, d'enquête. C'était une période durant laquelle les journalistes avaient plus peur de publier une fake news, comme on peut appeler ça aujourd'hui, que de sortir l'information en dernier. Et aujourd'hui, on a véritablement basculé dans une presse d'immédiateté, de réactivité, où le plus important est de sortir l'info en priorité et non de vérifier véritablement l'information. Et à ce titre, on peut prendre comme exemple les chroniqueurs judiciaires qui sont présents dans la salle d'audience et qui tweetent en direct ce qui se passe dans la salle d'audience. Et on peut se mettre à la place d'un avocat qui est en train, dans la salle d'audience, déjà de défendre son client et qui est en pleine réflexion sur éviter les obstacles possibles qui sont... les obstacles possibles que, par exemple, l'avocat général peut lui dresser. Et là, il doit se mettre dans l'optique en amont, il est encore dans la salle d'audience, et il doit se dire, je dois me préparer aux questions des journalistes et éviter les pièges qui peuvent me dresser. Donc là, vraiment, c'est véritablement un enjeu maintenant pour la défense et pour l'avocat. Vraiment, c'est une défense médiatique qui doit mettre en place, et c'est grâce à nos intervenants que nous allons voir comment éviter de mettre en place cette défense médiatique qui est un véritable enjeu aujourd'hui dans la défense pénale pour un de ses clients. Et donc aujourd'hui, on va commencer notre propos sur, selon vous, comment les médias participent-ils à la construction de la défiance des justiciables envers la justice, et est-ce que vous-même, vous avez une certaine défiance envers les médias et envers la justice par moment du fait de cette médiatisation de la défense? Donc, on a fait un tirage au sort pour savoir qui commencerait à débattre, et c'est Maître François Saint-Pierre qui a gagné le tirage au sort. Donc, on va vous laisser la parole. Bien, merci Clara, mais c'est quand même une tournure bien pessimiste de poser votre question, je trouve. On peut la formuler de façon plus optimiste, en tous les cas plus positive, et dire qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où la presse est libre,
elle est libre, donc elle fonctionne comme le souhaitent les journalistes, les organes de rédaction, et elle le fait d'une manière en fait assez pluraliste encore aujourd'hui. Je veux dire pluraliste par rapport aux opinions qu'elle émet, mais également par rapport à la manière avec laquelle elle travaille. Moi qui suis l'avocat de certains journaux et journalistes, je pense que les journalistes aujourd'hui exercent un métier, c'est une profession qu'ils font avec sérieux et ils sont l'une des âmes essentielles d'une démocratie active. Oui, notre sujet aujourd'hui, alors que la guerre s'est déclenchée en Ukraine, eh bien, je pense qu'il est tout à fait fondamental parce qu'un état de droit, ça fonctionne avec la presse. Ça fonctionne avec la presse. Et bien sûr avec la justice. Donc, c'est absolument essentiel de parler de cette rencontre-là. Je vais vous dire bien simplement comment moi, en tant qu'avocat, j'analyse la situation dans ma pratique d'avocat. D'abord et avant tout, je considère, comme je viens de le dire, que la presse, elle est légitime à rendre compte des procès publics, mais à rendre compte aussi des enquêtes. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, les gens, vous, nous, le peuple, nous avons le droit d'être informés sur toutes les affaires de la société. Les affaires de la société, c'est notamment aussi les affaires judiciaires. Bon. Donc, c'est la presse qui en rend compte. Le problème, c'est que nous vivons dans une société à certains égards extrêmement moderne et à d'autres très classiques, si ce n'est conservateurs, et que les structures de notre système judiciaire, eh bien, nous avons beaucoup de mal à les faire évoluer. On en parle sans cesse, mais on reste sur des structures qui datent de l'ère napoléonienne, du début du 19e siècle. Et notamment avec une conception de la justice qui est très autoritaire, qui est très inquisitoriale et qui n'a en principe absolument aucune relation avec la presse. Donc, on a un moteur, une structure judiciaire qui n'est somme toute plus adaptée au monde d'aujourd'hui, qui exige une presse extrêmement nourrie, qui informe les gens sur cela. Un juge d'instruction, dans notre système judiciaire, il est évidemment soumis au secret de l'instruction. Alors ça datait depuis le début de ce système, début du 19e siècle. Ça a été formalisé dans le Code de procédure pénale à l'article 11 en 1958. Et le député qui a rédigé ce texte, c'était un avocat qui s'appelait Jacques Izorni. Bon. Eh bien, c'est le pire texte du Code de procédure pénale de l'époque, à mon avis, parce qu'il a imposé le secret de l'instruction comme un principe fondamental du droit, au même titre que la présomption d'innocence, par exemple. Mais ça n'a rien à voir. Le secret de l'instruction, c'est une garantie de ce que les enquêteurs, le juge d'instruction, peuvent mener leur enquête sans crainte qu'il y ait des divulgations qui nuisent à l'efficacité de l'enquête. C'est ça d'abord. Sans crainte aussi que les personnes qui sont inculpées, comme on disait à l'époque, eh bien, soient mises au pilori dans la presse. Bon. Mais il y a une vraie difficulté, c'est qu'une instruction judiciaire, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, on sait très bien que ça peut durer 5 ans, et on a des affaires, nous les avocats, qui durent 10 ans. Bon, est-ce qu'on imagine appliquer à la lettre cet article 11 du Code de procédure pénale de telle sorte que pendant toutes ces années-là, vous, nous tous, nous ne sachions rien du tout? Vous évoquiez l'affaire Lelandais, est-ce qu'on imagine une seconde que nous n'ayons pas pu être informés de l'arrestation d'un suspect, de sa position, etc., jusqu'à l'ouverture du procès public? Je veux dire, ce schéma-là, une enquête et une instruction totalement secrètes, et puis tout d'un coup une audience publique, est un schéma qui ne correspond pas à une société démocratique. Voilà mon point de vue. Mais ce n'est pas que mon point de vue. C'est tellement chimérique, abstrait comme construction,
que jamais personne ne l'a respecté. Depuis des lustres, les journalistes sont informés des procès-verbaux des juges d'instruction, des enquêtes des policiers. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression démocratique pour savoir ce qui se passe dans ces enquêtes qu'on ne sait pas qui. Mais de toute façon, quelqu'un donne des informations. Alors, quelqu'un sait qui? C'est les policiers, c'est les gendarmes, c'est les juges d'instruction, c'est peut-être les greffiers parfois, c'est les avocats beaucoup, c'est les procureurs, évidemment. Et donc, nous avons navigué dans une hypocrisie extraordinaire où il y avait d'affirmer un secret de l'instruction, mais dans la pratique, les gens ne le respectaient pas. Mais attention, hein, pas vu, pas pris, parce que sinon, ça ne se passait pas très bien pour les magistrats qui étaient pris ou les policiers sur le fait, les avocats un peu moins. Donc, les choses, elles ont dû évoluer, et notamment après l'une des affaires que vous avez citées, c'est l'affaire Grégory, en 1984, hein, où la presse s'est livrée à un business qui est mais vraiment une catastrophe. Je veux dire que ça n'a pas que traîné dans la boue Christine Villemin, ça a poussé Jean-Marie Villemin à assassiner son cousin Bernard Laroche. Et la responsabilité d'un détective de Paris Match, elle est majeure dans cette histoire-là. Il y a eu des journaux qui ont payé pour des avocats pour avoir des informations. Quand on se met à monnayer l'information, c'est que ça ne va plus du tout. Hein. Nous avons eu une très, très grande écrivaine, Marguerite Duras, dire dans Libération, validée par Serge July à l'époque, elle est forcément coupable. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu dans une boule de cristal. On a eu un très grand délire médiatique. Bon. Donc, en 2000, notamment, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice dont il faut se souvenir du nom. Il ne faut pas se souvenir du nom de tous les ministres de la Justice, si vous voyez ce que je veux dire. On reste sur des gens sérieux. Eh bien, cette ministre a voté une grande loi du 15 juin 2000, hein, avec différentes mesures de protection de la présomption d'innocence et également de communication dans les médias. Et l'article 11 a été modifié pour permettre au procureur de la République de diffuser des communiqués pour lutter contre les fausses rumeurs, les désinformations, etc. Alors, c'est un texte extrêmement intéressant qui vient d'être modifié par la loi de décembre dernier pour dire que le procureur va pouvoir s'exprimer sur tout ce qui peut lui sembler utile à la société. Et nous avons eu le meilleur exemple après les attentats de 2015, c'est évidemment le procureur de la République de Paris de l'époque, François Molins, qui a pu expliquer à la société où en était l'enquête. Et ça a été salué, je veux dire, par tout le monde, parce que nous voulions évidemment savoir. Le pays était totalement commotionné. Donc, vous comprenez que la communication sur une affaire en cours, elle est importante, elle est même nécessaire. Et qui d'autre que le procureur de la République peut le faire? Il a l'accès à l'enquête, il sait ce qu'il peut révéler ou non, et puis c'est un magistrat. Il a le devoir de respecter la présomption d'innocence et également la dignité des victimes, hein, parce que ça, c'est un sujet extrêmement important également. Donc, nous avons vu se développer une pratique comme ça qui me semble essentielle, de procureurs qui communiquent dans les médias, qui communiquent sur Twitter, par exemple. Et vous avez le procureur de Grenoble, M. Vaillant, qui tient le compte de tous les procureurs qui s'inscrivent sur Twitter. Il y en a de plus en plus. Et donc, nous avons comme ça la diffusion de messages sur l'activité des tribunaux, sur les affaires qui sont en cours, et c'est en principe calibré. Alors, c'est un exercice qui est bien difficile. Et il peut y avoir des loupés ou des récriminations de personnes qui s'estiment injustement mises en cause par le procureur. On pourra en parler davantage. En face, l'avocat n'avait jusqu'à il y a peu aucun statut pour prendre la parole dans les médias. Avant 2000, pour qu'un avocat s'exprime dans la presse, il devait demander au bâtonnier « Monsieur le bâtonnier, je peux prendre la parole, s'il vous plaît ?» C'était totalement invraisemblable comme censure. C'est disparu. Mais il a fallu attendre, en fait, non pas une loi, mais une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 avril 2015, une décision absolument importante. Olivier Maurice, c'est le nom de l'avocat qui est allé, contre France, de grande chambre. Et cet avocat avait, je dois le dire, lourdement diffamé de juges d'instruction, avait été très sévèrement condamné par les tribunaux français. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il avait été abusivement condamné. Pourquoi ?
parce qu'elle a dit que les avocats ont le droit de communiquer dans les médias leur défense pour un client, à deux conditions. Un, ne pas raconter n'importe quoi, ça doit être justifié. Deux, ne pas cibler le juge d'instruction comme un punching ball. Donc, communiquer utilement pour la défense de son client. Et donc, nous sommes déjà dans une situation qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire cet article 11 dit que l'enquête elle est secrète. Oui, mais ça n'est pas le cas. La situation est beaucoup plus complexe que cela et dynamique. Elle permet aux procureurs de communiquer, elle permet aux avocats aussi de communiquer. Et c'est un art difficile. Et il faut des années de pratique, selon sa personnalité, pour pouvoir rester calme, ne pas invectiver le procureur en face et réciproquement, bref, ne pas commettre d'outrage à magistrat et se retrouver poursuivi dans le tribunal. Voyez-vous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, nous en sommes là. Et bien entendu, c'est quelque chose d'utile pour les journalistes parce qu'ils ont des canaux officiels légaux pour s'informer. Et parallèlement, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme a, d'une manière extraordinaire, rehaussé les garanties des journalistes pour informer la société. En clair, un journaliste, aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce qu'un journaliste a le droit de diffamer quelqu'un? Quelle est votre réponse? On se dit, ah ben non, c'est une diffamation. Mais je dis, mais bien sûr que si. Un journaliste a totalement le droit de diffamer quelqu'un, c'est-à-dire de publier des propos qui sont contraires à son honneur et sa considération à deux conditions. Que ce soit une information d'intérêt général, c'est le nouveau concept, une information d'intérêt général, et que cette information soit justifiée par une base factuelle suffisante, des sources, des documents, des personnes qui peuvent venir témoigner. Et ça permet à la presse, à Mediapart notamment, qui est un journal d'investigation, quoi qu'on en pense, approfondi, de publier des informations, mais qui sont très gravement diffamatoires contre les personnes. Il suffit d'aller sur le site de Mediapart pour s'en rendre compte, à la condition qu'elles soient des informations d'intérêt général sur une base factuelle suffisante. Et comment les journalistes obtiennent-ils cette base factuelle suffisante? Par exemple, par moi. Voilà. Quand j'estime que c'est nécessaire pour la défense d'un client, par Philippe Edmond Mariette aussi. Bon, parce que je ne suis pas tout seul à faire cela. Mais entendons-nous bien, on ne le fait pas par souci nombriliste. Notre petit complexe narcissique, on l'a jeté depuis longtemps, voyez-vous, parce que rentrer dans le champ public, ce n'est pas quelque chose en fait de très agréable. Ça procure beaucoup d'inconvénients, c'est violent, c'est dépersonnalisant. Il se trouve que le métier d'avocat, dès lors qu'on défend des causes qui sont publiques, fait que l'avocat est dans le champ public, n'est-ce pas? Et ça, il faut bien l'assumer parce que c'est compliqué de tenir une parole publique. Et donc, cette question du lien de la justice avec les médias, elle est comme cela, elle est très dynamique, mais il faut bien comprendre que communiquer dans les médias, c'est tenir un propos public qui s'adresse à toute la société. Et donc, ça engage une responsabilité qui est très forte. Voilà ce qui est essentiel, parce qu'ensuite, quand l'audience s'ouvre devant le tribunal ou la cour d'assises, comme l'affaire Lelandais, bon, mais on en a déjà tellement parlé dans les médias, que évidemment, l'avocat peut dire le procès médiatique a déjà eu lieu. Le procès médiatique, c'était une expression des années 80. Les journalistes disaient, mais on est légitime, on fait un procès médiatique. Bon. Aujourd'hui, l'audience, elle est essentielle pour que, de manière contradictoire, selon les règles du procès équitable, on puisse faire le point sur une affaire. Bon. Et je ne pense pas du tout que la presse nuise à la qualité du procès équitable. Je ne le pense pas du tout. Et cette audience va se dérouler dans une enceinte judiciaire. Bon. Alors, cette enceinte, pour l'heure, elle n'est pas, ce procès, il n'est pas filmé. Ça a été interdit en 1958, là aussi, puisqu'avant, par exemple, vous avez des photos d'un vieux procès, l'affaire Dominici, à Digne, où les photographes étaient dans le prétoire, prenaient en photo Gaston Dominici qui était dans le box des accusés. Enfin, c'était juste impossible de faire cela. Là, c'est comme le secret de l'instruction. On a chassé absolument toutes les radios, l'image et le son des audiences, sauf dans les années 80 pour les procès dits historiques, donc le
procès Klaus Barbie ou le procès actuellement du Bataclan qui se tient, sont filmés et enregistrés pour cela. Mais sinon, non. Et il y a eu plusieurs débats à cet égard. Est-ce que Twitter pouvait fonctionner? Alors, des prisons ont dit non, non, j'interdis Twitter, les journalistes doivent déposer leur portable. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et le Conseil constitutionnel a parfaitement admis que les journalistes puissent tweeter, live tweeter, comme on dit, des audiences judiciaires. Maintenant, c'est une affaire de déontologie. Moi, je me suis fait insulter par un journaliste et j'ai répondu dans un article sur l'actualité juridique pénale de Dalloz. Je pourrais vous le passer d'ailleurs. Ça ne lui a pas fait très plaisir. Il a quitté Twitter tout de suite. Faut savoir se défendre dans ce métier, si vous voulez. C'est quelque chose qui est, c'est une lutte, c'est dialectique. La justice, la démocratie, c'est pas une structure inerte. Ça bouge tout le temps. C'est en émulsion. Il faut bien l'entendre. Il y a eu un débat récent pour savoir si il fallait filmer en direct toutes les audiences. Une lubie du type qui fait ministre actuellement, mais ça n'est absolument pas passé dans la loi de décembre. Cette loi n'a fait que valider, donner un statut aux documentaires qui parfois ont lieu sur France 2 ou autres, où il y avait des autorisations illégales en soi et donc qui ont été validées de cette façon-là. Moi, je pense que ce qui serait très important, c'est qu'il y ait une sorte de procès-verbal numérique audiovisuel des audiences, comme ça se fait aux États-Unis ou ailleurs, parce que ça permet de garder une image de ce qui s'est passé dans l'audience. Et c'est extrêmement important pour cela. Donc, en revanche, diffuser immédiatement cela, c'est non, parce qu'il faut un temps de sérénité relative, enfin un temps où chacun puisse s'expliquer sans que ça se transforme en plateau de télé. Le problème, et c'est là où mes amis vont prendre la parole, c'est que quand vous sortez d'une telle audience, vous avez un barrage de journalistes et ils font leur métier. Un barrage de caméras, je peux vous dire, même un rugbyman assez costaud ne passe pas. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre, ne pas répondre, c'est toute la question. Et ici, je voudrais dire que, d'une part, il manque quelqu'un, le procureur, puisque dans ces procès d'assises, la plupart du temps, l'avocat général ne prend jamais la parole dans les médias. Donc, on a un déséquilibre du compte-rendu. Et l'avocat va prendre souvent la parole. Et pour dire quoi? Là aussi, c'est tout un art. Ça semble quand même difficile de ne pas prendre la parole parce que le travail des journalistes est légitime. Mais là, chacun le fait comme il le veut. Pourquoi? Parce que le barreau, c'est un métier de liberté. C'est une profession libérale et en fait, chacun le pratique comme il l'entend. Alors évidemment, dans le cadre du Code de procédure pénale, de la déontologie, mais enfin la déontologie du barreau, si vous voulez, c'est un truc relativement élastique. Il n'y a qu'à faire un tour au tribunal pour s'en rendre compte. Et alors, donc, chacun va pouvoir, avec une très, très grande liberté, adopter un comportement, une pratique judiciaire face aux médias. Et c'est donc la question que je voudrais poser à Roxana Nazerzadeh, par exemple. Mais Roxana, quelle est votre pratique vis-à-vis des journalistes? Bonsoir à tous, merci pour votre invitation et merci d'être là. La pratique que j'ai est extrêmement simple. La première règle est d'abord d'en parler avec la personne que je défends, puisqu'il s'agit avant tout de prendre la parole pour la personne qu'on est en train de défendre. Madame, monsieur, votre affaire est médiatique, un certain nombre de journalistes vont être là, les avocats de partie civile pourront être interrogés et tels que je les connais vont répondre. Quant à vous, il y a deux possibilités, soit vous souhaitez que je réponde à la presse, soit vous ne souhaitez pas que je réponde, voici les conséquences selon le choix numéro 1, selon le choix numéro 2. Si on ne répond pas, eh bien, on ne participe pas à la médiatisation effectivement de l'affaire et je voudrais revenir sur qu'est-ce qui fait qu'une affaire est médiatisée et pas une autre. C'est un autre sujet. Et deuxième élément, si on ne prend pas la parole, en revanche, on n'aura pas votre point de vue. Je suis en train de parler à mon client ou ma cliente. Une fois que l'intéressé me dit non, c'est non. Voilà, c'est aussi simple que ça.
immédiatement derrière, et je l'ai très souvent vécu, il y a une sanction des journalistes, notamment si on a l'habitude de plaider localement. C'est-à-dire que c'est terminé, quand ils font un article, ils ne vous citent pas, etc., etc. Bon, très bien, c'est leur façon de travailler, c'est le prix à payer, il n'y a pas de difficulté. Et si la personne que je défends me dit oui, je souhaite que vous preniez la parole, pour dire quoi? Je pose la question à l'intéressé et on trouve un terrain d'entente par rapport à ce qu'il y a à dire. Et à partir de là, je suis extrêmement pragmatique. Mon métier n'est pas celui des journalistes. Les journalistes savent interroger, contre-interroger, faire dire ce qu'ils souhaitent qu'il soit dit parce qu'ils ont un sujet. Et donc, pour ne pas commettre d'impair, à l'avance, je prépare 1, 2 ou 3 phrases, quelle que soit la question qu'on me pose. Je dirais c'est très intéressant. Ce qui est important, c'est, et là, je dirais la phrase que j'ai à dire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Se pose la question de savoir si on participe à des émissions qui reviennent sur des procès, notamment sur le plan criminel, des audiences d'assises, des choses comme ça. Jusqu'ici, je demandais toujours évidemment la permission des personnes que je défendais, et lorsque j'avais la permission, je participais à ces émissions. Jusqu'ici, parce que ça fait à peu près 13 ans que je suis avocate, et maintenant j'ai un recul du point de vue notamment des personnes que je défends, qui ont eu des émissions il y a 4-5 ans lorsqu'ils sont passés en audience de cour d'assises et qui voient aujourd'hui ces émissions diffusées sans cesse sur la 8, la 9, la 11, la 12, etc. Et qui voudraient être oubliés, en fait, qui voudraient, parce qu'ils ont changé de prison, parce que d'abord ils étaient en maison d'arrêt, en détention provisoire, ensuite dans un établissement pour peine, et les faits se sont passés il y a 7 ans, la condamnation a eu lieu il y a 5 ans. Maintenant, ils souhaitent faire autre chose, ils souhaitent tourner la page, et ils avaient des enfants à l'époque qui étaient petits, qui sont grands maintenant, qui se font harceler à l'école à raison de l'émission qui est passée la veille, et de plus en plus de personnes qui avaient donné leur accord pour qu'on participe à ces émissions aujourd'hui me disent le préjudice que ça leur porte. Donc, c'est un autre élément à avoir à l'esprit, notamment lorsqu'on participe à des plateaux télé, des émissions qui sont faites sur les affaires judiciaires. Pourquoi est-ce qu'il y a toute la France qui s'est passionnée pour l'affaire Nordal-Lelandais? Pourquoi est-ce que toute la France s'est passionnée pour l'affaire du petit Grégory? Et pourquoi un tel qui a commis 5 meurtres dans des conditions détestables avec des enfants a été jugé à quelques semaines du procès de Nordal-Lelandais sans que personne n'en parle jamais? Qu'est-ce qui fait qu'on parle davantage d'une affaire plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que les journalistes s'en emparent? Il y a plusieurs explications, plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Premièrement, lorsqu'on touche à un enfant, bien entendu, c'est ce qui émeut le plus finalement les citoyens, etc. Et donc, les journalistes savent que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui est émouvant, et vont investiguer dessus. Mais derrière, il y a également les réactions. Est-ce que ça prend ou est-ce que ça ne prend pas ces enquêtes qu'ils sont en train de mener, ces interrogatoires qu'ils sont en train de faire? Souvenez-vous, Monsieur Lelandais, lorsqu'il a été placé en garde à vue une première fois, libéré, puis placé à nouveau en garde à vue une seconde fois, sa maman est intervenue très massivement dans les médias pour prendre la défense de son fils. À cette époque-là, aucun avocat ne prenait la parole pour Monsieur Lelandais. Et déjà, c'est les prémices de ce que cette affaire-là, parce qu'on est en train de parler d'un homme qui est adulte, qui n'est pas un jeune enfant, dont la mère prend la parole devant les médias pour le défendre, on comprend que cette affaire va être extrêmement médiatisée. Et puis, il y a aussi les avocats qui peuvent prendre la parole, qui peuvent aimer ça, être devant les caméras. Peut-être que tout le monde n'a pas mis son orgueil derrière ou son ego et souhaite participer à ça. J'ai le souvenir d'un confrère lyonnais qui a un compte Twitter et qui, le jour de l'ouverture du procès je crois que c'était d'ailleurs de Lelandais, envoie un tweet en disant « C'est bien dommage, je suis aux assises et tous les journalistes sont à Lelandais alors que je vais faire un travail formidable à mon audience. » Là, un avocat déplore à l'ouverture du procès qu'il y ait le procès de M. Lelandais en même temps parce que ça le prive de journaliste. Donc, vous voyez, ce sont tous ces éléments-là qui peuvent également rentrer en compte. Il y a une association à Lyon, une autre association que Prison Insider qui s'appelle le GRAC, le groupe rhône-alpien de la criminologie clinique,
où se réunissent en réalité des juristes, des magistrats, des avocats, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs, enfin toutes les personnes qui sont autour de la criminologie pour organiser notamment des conférences. Et une conférence avait été organisée pour savoir pourquoi les affaires deviennent médiatiques ou pas. Et l'hypothèse qui était avancée par les psychologues et les psychiatres qui font partie de ces associations, qui par ailleurs sont des experts, c'est que lorsque un crime est le fruit, le passage à l'acte est le fruit d'une perversion, cette perversion-là peut en fait se propager tous les acteurs autour de la personne qui a cette perversion-là. Certaines personnes qui sont connues, qui sont passées en audience, etc., on m'expliquait que, par exemple, en lieu de détention, notamment en ce qui concerne des hommes qui étaient accusés de faits graves, eh bien, les infirmières se mettaient tout d'un coup à se maquiller lorsqu'elles les rencontraient. Les visiteurs de prison avaient une passion pour ces gens-là. Donc, vous voyez, les magistrats devenaient fous à l'idée d'avoir à les interroger. Les avocats eux-mêmes avaient des attitudes, des déclarations à la presse qui ne correspondaient pas tout à fait à leur expérience ou à leur personnalité. Et ça se propage jusqu'à l'audience de la cour d'assises pendant les débats, et ça a beaucoup d'importance. Est-ce que le fait que les médias se mettent à lyncher une personne avant l'ouverture d'un procès d'assises entraîne nécessairement la condamnation à perpétuité de l'intéressé? Je crois que ça serait sous-estimer le sérieux avec lequel une cour d'assises fait son travail. Et je pense qu'on peut rentrer avec des préjugés à une audience, mais on peut aussi s'en défaire à la sortie de l'audience, surtout des procès qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La partie n'est pas perdue parce qu'il y a eu les médias qui en ont parlé. J'ai le souvenir, il y a très longtemps, j'étais avocate depuis 2-3 ans, d'avoir eu mon premier procès médiatique, donc qui devait durer 2 semaines. Je suis arrivée, la moitié de la salle était des journalistes. Ce n'est pas l'affaire de Valentin dont vous parliez. Et donc, il y avait toute la presse nationale qui était représentée, Le Monde, Le Figaro, etc. Le procès durait 2 semaines, sauf que tous les journalistes devaient partir au bout de la première semaine pour aller couvrir un autre procès qui était très suivi, qui était celui d'un homme qui était en libération conditionnelle et qui avait violé et tué une fille, et qu'on avait recherché cette fille pendant un temps. Donc, tout le monde ne parlait que de ce procès-là. Et à partir de la 2e semaine où tous les journalistes sont partis, j'achetais tous les jours, tous les journaux des chroniqueurs pour voir le compte-rendu de la journée de l'autre procès, pas du mien. Et je trouvais ça génial. D'un journaliste à l'autre, je ne vivais pas le même moment d'audience. Et je pense que si on soupçonne certains journalistes de ne pas rapporter les faits ou le procès tel qu'il se déroule, il faut surtout multiplier les sources pour avoir une vision globale, une vision de la part de plusieurs personnes qui prennent le procès, la journée du procès, sous des angles différents. Et vraiment, c'est un exercice passionnant. Au prochain procès médiatique où vous verrez que toute la presse écrite en parle, n'hésitez pas chaque jour à comparer le travail ou le compte-rendu d'audience de chaque journaliste, parce que c'est effectivement différent de ce qu'on peut voir. Oui, merci. Alors, moi, je veux d'abord remercier ceux qui nous ont invités, et puis, bien entendu, vos professeurs. J'avoue que j'ai un faible pour le travail qu'ils font, parce que il y a 48 ans, moi, j'ai commencé pas en étant enseignant en faculté, mais en étant simple instituteur après mon baccalauréat. C'était l'époque où, après le bac, on pouvait commencer à enseigner directement, parce que chez nous, on avait besoin d'enseignants. Je ne serai pas en contradiction, en tout cas pas de manière frontale, avec mes 2 confrères. Je partage beaucoup ce qui vous a été dit. Moi, je voudrais vous faire quelques observations. D'abord, quelques observations historiques. Notre relation et le sujet dont on traite, justice, médias, de tout temps, ça a existé et ça a passionné. Quand vous reprenez la vie judiciaire française, vous avez l'affaire Calas, 1761, Voltaire. Calas, il est protestant. Son fils se suicide à l'entresol de la maison. On dit que le fils allait se convertir au catholicisme. Et un officier de police judiciaire, pour lui, le père Calas, Jean Calas, est coupable, et il a maquillé
son crime en faisant croire à la pendaison de son fils. Le père est condamné au supplice de la roue. Il est écartelé. Il a fallu attendre quelques années après pour que la cour royale puisse le restituer dans son honneur. Vous avez ensuite, un peu plus près de nous, mais c'est quand même suffisamment loin dans le temps, vous avez le J'accuse de Zola dans l'affaire Dreyfus. Là, vous savez tout. Vous avez encore, dans les écrivains français, quand vous regardez Flaubert, Madame de Bovary, on dit que Flaubert a beaucoup emprunté à deux histoires célèbres qui sont des histoires criminelles. Et tout à l'heure, François Saint-Pierre, mon confrère, vous disait comment les textes de loi ont évolué. La loi sur la presse, c'est une grande loi, 1881. Et sur ce texte de loi-là, me revient l'idée souvent développée d'un auteur dont je ne me souviens plus le nom qui disait « L'on ne doit modifier les lois qu'avec une main tremblante ». La loi sur la presse connaît peu de modifications dans le temps. Son enrichissement, c'est pour s'adapter aujourd'hui à tout ce qui constitue des discriminations encore plus violentes que ce qui existait auparavant et qui était la diffamation, qui vont toucher aux gens, qui vont toucher pas seulement aux questions de racisme, mais qui vont à ce moment-là faire que le texte offre une protection plus large et on n'est plus seulement que sur le délai de 3 mois, on va même sur un délai d'1 an dans certains cas. François Saint-Pierre vous a rappelé comment vous avez eu dans un premier temps et en 1954 l'interdiction de tout filmer et de porter toute critique sur les affaires de justice et les verdicts rendus par les juridictions. C'est juillet 1954. Et puis vous avez un assouplissement avec la loi de décembre 85 qui va permettre à ce moment-là des comptes rendus d'audience ou filmer des audiences à condition qu'il y ait une portée historique pour les archives de la justice. Mais malgré tout, les journalistes ont beaucoup contribué à faire en sorte que la justice qui est rendue au nom du peuple puisse, par le fait que dans les faits divers, dans les comptes rendus journalistiques, dans les reportages après télévisuels, que l'opinion publique soit informée de l'état d'une affaire ou de l'état d'un dossier. Donc, je ne vais absolument rien retrancher à ce qu'ils vous ont indiqué, ni lui, ni ma consoeur après lui. Simplement, ce que moi je veux ajouter, c'est que la relation justice-média, c'est vrai que c'est une relation particulière. Il y a, dans un certain nombre de dossiers, ce que moi j'appelle un léchage médiatique. Parce que souvent, avant même que dans une juridiction correctionnelle ou criminelle, le droit soit dit quant à la culpabilité de la personne qui est mise en cause, dans la presse, il peut y avoir pour sa défense ou à l'inverse, pour les avocats des victimes, partie civile, une nécessité de communiquer. Comment le faire? C'est là où je ne vais rien vous apprendre si vous vous destinez à ce métier-là. Encore qu'aujourd'hui, on peut trouver son épanouissement complet tant dans l'avocature que dans la magistrature. Mais il faut briser l'hubris et l'ego, parce que c'est vrai qu'un avocat, ça vit sur sa vanité, ça vit sur sa notoriété, mais ça vit surtout sur sa compétence. Surtout sur sa compétence. Et donc, il faut trouver le moyen de savoir à quel moment il est utile, quand on est avocat, de communiquer. Et tout à l'heure, François le disait, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut que ce soit utile. Ça n'est jamais pour l'avocat, ce n'est jamais non plus pour le magistrat, même si il est vrai que des magistrats ces dernières années, et on a surtout vu ça au moment des affaires politico-financières, on est à ce moment-là dans les années, juste à la sortie des années Giscard d'Estaing et Mitterrand, on voit à ce moment-là le monde politique touché de plein fouet par un certain nombre de scandales. On avait l'habitude de dire que la justice était muselée parce qu'à côté
des deux pouvoirs que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l'autorité judiciaire. Non, on disait le pouvoir judiciaire pour certains, mais en réalité, on dit l'autorité judiciaire. Et donc, on se rendait compte que des juges d'instruction n'arrivaient pas à faire sortir tel ou tel dossier. Donc, il y a eu à ce moment-là une nécessité pour justement permettre à la démocratie de jouer son rôle, de sortir des affaires. Je prends un exemple que vous avez tous en tête. Comment admettre que ministre des Finances, du Budget, alors même qu'il participe à des colloques sur l'évasion fiscale, sur le fait que ça fait tant de mal à notre démocratie parce que c'est inscrit dans la Constitution, puisse, la bouche en cœur, la main sur le cœur, dire à l'Assemblée nationale et à la représentation parlementaire, je vous jure, je n'ai jamais eu et je n'ai pas de compte en Suisse, etc. Là, je veux parler de l'affaire Cahuzac. Donc, vous voyez qu'à propos de cette affaire-là, le travail des journalistes est effectivement très important. Oui, il y a des dérives. Mais si demain vous êtes avocat, ce que je vous souhaite aux magistrats, quand il y a une dérive, ce qu'il faut se dire, c'est si vous êtes en charge de la défense de la personne qui est concernée, comment moi, je peux communiquer pour limiter les effets de cette dérive-là. Et il y a une vraie difficulté dans la communication parce qu'aujourd'hui, les médias offrent tout un spectre très large entre l'interview, entre le direct, entre le compte-rendu d'audience, c'est 3 temps judiciaires différents. Et à chacun de ces rendez-vous-là, l'obligation pour celui qui vous communique est de le savoir et de s'adapter. Tout à l'heure, Roxana vous disait, moi, on me pose une question, mais je sais ce que je veux dire. Je vais ignorer la question parce que cette réponse-là, pour moi, a du sens. Et elle a raison. Et ça, on peut d'autant plus le faire quand vous êtes sur ce que moi j'appelle l'estrade médiatique, qui est devenue les salles des pas perdus des tribunaux, sont aujourd'hui une nouvelle scène de théâtre médiatique. Et comme vous disait François Saint-Pierre, ben vous sortez, vous avez là une armée de journalistes, télévision, presse multiple, vous ne pouvez pas passer si vous ne leur répondez pas. Si vous vous taisez, c'est interprété et c'est connoté de telle ou telle façon. Et si vous vous exprimez, il faut savoir très exactement le message que vous voulez faire passer. Et des fois, le message le plus court, quand vous savez que vous n'êtes pas en direct, c'est celui-là qu'il faut faire passer parce qu'ils vont vous prendre 3 ou 4 minutes, mais ils vont passer 30 secondes ou une demi-minute. Et ça, il faut le savoir dans les codes de communication. Ensuite, l'autre observation que je veux faire, c'est sur le fait que l'article 11 du Code de procédure pénale a aujourd'hui offert aux magistrats, notamment le procureur de la République, les moyens de communiquer. Aujourd'hui, la magistrature fait un gros effort. Et c'est vrai qu'il faudrait presque que dans les juridictions, surtout les juridictions comme par exemple le PNF, le pôle national financier, demain, celle de Nanterre qui vient d'être créée à la faveur de la loi de décembre 2022 pour les gold cases. Vous savez, ce sont ces affaires criminelles dont on a l'impression qu'elles sont insolubles et qui durent depuis déjà un certain temps. Peut-être que là, on a besoin véritablement que des magistrats soient encore mieux formés à la communication pour que la communication soit juste et efficace. Rien n'est pire quand vous communiquez, soit de donner trop d'éléments qui peuvent après polluer ou nuire à la qualité de l'instruction ou de l'enquête qui est en cours, ou au contraire pour l'avocat, de prendre déjà une posture sur laquelle vous allez clamer, dans certains cas, je dis même bramer, que votre client est innocent et qu'il est accusé à tort, et puis vous retrouvez demain matin rattrapé par une instruction qui est bien conduite par 1 ou 2 juges d'instruction et qui, à ce moment-là, vont faire que de mise en examen, il sera renvoyé devant une juridiction criminelle parce qu'il y aura des charges suffisantes qui tendent à démontrer éventuellement sa culpabilité, ce qui sera l'obligation du jury criminel et de la Cour de devoir se prononcer après. Donc voilà, moi, les premières observations que je voulais faire en vous disant que de tout temps, les affaires judiciaires ont toujours passionné. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai
parce que c'est vrai qu'il y a la loupe médiatique, c'est un miroir déformant et grossissant, et quelquefois, on peut se brûler professionnellement si on ne sait pas faire preuve de suffisamment d'humilité dans l'usage que l'on peut en faire. Peut-être des questions pour animer le débat. Mais oui, voilà. Qui pose la question. Il faut donner celui-là parce que je crois que celui-là ne fonctionne pas. Bon, bah, oui, on est censé nettoyer. Alors, je vais voir avec celui-là. Voilà. Alors, ma grand-mère répétait que là où il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de discussion. Et il faut donc peut-être apporter un peu de contradiction. Je trouve que vous êtes d'excellents avocats des médias et que votre propos tend au fond à aplanir peut-être le terrain. Mais je me demande s'il ne serait pas utile de réfléchir à la distinction entre les avocats de partie civile et les avocats de défense au regard des relations aux médias. Parce qu'ici, il est important que les magistrats soient formés à la communication. Il me semble aussi qu'il serait plus important encore que les médias soient formés au sens de la justice et à ses enjeux fondamentaux dans la manière dont ils formulent les questions et dans le choix des interlocuteurs. Et en particulier, à mon sens, dans le sens qu'on donne à la justice en ce qu'elle est différente de la question de la vengeance et par conséquent aussi d'une illusion des vertus thérapeutiques du procès pénal. Donc, je crois que probablement vous aurez des choses à dire au regard de votre expérience et de votre connaissance profonde de la justice, parce que du point de vue en tout cas de l'expert que j'étais, c'est problématique, en ce sens que ça entretient l'illusion que le temps psychique est équivalent au temps judiciaire, ce qui n'est évidemment pas le cas. De la même manière que le temps médiatique n'est pas le temps de la justice, mais le temps psychique est encore plus gravement distinct de celui du temps judiciaire. Et à partir du moment où les médias font résonance dans l'opinion publique, ils font aussi résonance auprès des parties, que ce soit le mis en examen ou les victimes, les parties civiles, avec des enjeux au regard de ce qui peut être dit et résolu au temps même du procès, aussi bien que par la suite. Donc, merci par avance de ce que vous pourriez en dire. Il y a évidemment cette croyance qui est véhiculée, et même par des professionnels, selon laquelle le procès a une vertu thérapeutique pour la partie plaignante devenue victime reconnue par le procès au cas où la personne est condamnée. Je trouve cette vision extrêmement dangereuse et bien évidemment biaisée. Et je pense que, heureusement, les victimes sont accompagnées par différentes personnes, que ce soit de l'Institut ou des proches ou des professionnels, ensuite du traumatisme qu'elles ont subi à raison de l'infraction qui a été commise jusqu'à procès. Et à force de s'entendre rabâcher que le procès aura une vertu thérapeutique, peut-être même que les victimes en sont convaincues. C'est extrêmement dangereux et c'est quelque chose pour moi qui relève à certains égards de la misogynie et du patriarcat, notamment en ce qui concerne les victimes de viol qui sont des femmes. On dit à ces femmes-là, et parce que moins souvent les hommes sont victimes de viol, que, et d'ailleurs ce sont ce que plaident très souvent les avocats de partie civile, hein, premièrement, elles resteront traumatisées à vie. C'est-à-dire qu'on ferme toute possibilité d'évolution d'état de la personne. Or, ça dépend d'une personne à une autre, pour commencer, et on ne peut pas dire à n'importe quel humain qu'elle n'évoluera plus jamais dans sa vie. C'est quelque chose, je trouve, de terrible. Deuxième élément, on ne cesse de répéter que si l'auteur ne reconnaît pas les faits, il s'agit d'un second viol qui est commis à l'encontre de la personne. Il faut bien comprendre qu'une personne qui commet un viol
un passage à l'acte qui relève de l'emprise. Donc, l'emprise physique ou l'emprise émotionnelle, en tout cas, ça relève de l'emprise. Une fois que la personne a commis cet acte-là et qu'elle est arrêtée, qu'elle est emprisonnée, elle n'a plus maîtrise de quoi que ce soit. Elle n'a plus d'emprise. Elle sait qu'elle reconnaisse ou pas les faits, elle va finir par être condamnée. Plus on lui explique, président de cour d'assises, avocat général, avocat de défense bien souvent et avocat de partie civile à l'accusé, monsieur, si vous ne reconnaissez pas les faits, vous violez une seconde fois la personne pour laquelle vous êtes accusé, eh bien, c'est le seul marge d'emprise qui lui reste. C'est terminé pour lui. Il va être emprisonné 5 ans, 10 ans. Mais s'il peut une dernière fois jouir de l'emprise qu'il a et du mal qu'il peut faire à autrui, évidemment, il va y aller. Et encore pire que ça, on fait croire à la femme qu'elle a besoin de l'admission de l'auteur des faits pour qu'on la croie et pour qu'elle soit convaincue de ce qui s'est passé est bien réel. Je veux dire par là, heureusement pour nous, on ne se fait pas violer tous les jours. Et donc, lorsque ça arrive, on en est conscient. On sait qu'il s'agit d'un viol, on a déposé plainte, c'est extrêmement difficile, il a fallu répéter ça devant les enquêteurs, à sa famille, à son thérapeute, etc. Et on nous fait croire encore que ce qu'on a dit doit être validé par la parole de l'accusé, mais c'est terrible, c'est terrible. Et je trouve que ça fait énormément de dégâts, effectivement aussi. Voilà une avocate. Hein, bon. Mais vous savez, je ne pense pas que ce soit les journalistes, la presse qui soit à l'origine de cette mystification du procès. Il y a un relais. Ceux qui ont lancé cette théorie sont les experts psychiatres. Beaucoup, dans toutes ces années-là, expert psychiatre que Michel Foucault qualifiait de conseiller en répression. J'ai toujours bien aimé cette expression. Cela étant, les experts psychiatres peuvent être d'excellents psychiatres, d'excellents experts. Je ne mène pas une guerre contre les experts psychiatres, la question n'est pas là. Mais il y a eu toute une époque qui a validé, enraciné, développé cette théorie du procès thérapeutique. Les journalistes, c'est un monde varié, comme le barreau. Je veux tout de même dire, oui, d'accord, je les défends, mais clairement, qu'il y a des journalistes très compétents en matière judiciaire et juridique. Il y a une association de la presse judiciaire qui regroupe des journalistes qui connaissent très bien le sujet. Et je suis souvent, et c'est vrai que je les connais bien, et j'en suis l'avocat de certains, assez impressionné, je pense à une journaliste de l'AFP que Roxana connaît bien, Fanny Hardy, par la motivation remarquable. Nous, on a des clients pour nous pousser derrière, faut travailler, quoi. Mais là, un journaliste seul va se dire, je vais m'intéresser à ce sujet, à ce procès. Et donc, je pense que la presse, bon, nous, les avocats, j'avais vu quelqu'un un jour qui me disait « Ouais, vous, c'est le plus vieux métier du monde, enfin, le deuxième plus vieux métier du monde. » Vous voyez, bon, d'accord. La presse, les journalistes sont très souvent dénigrés. Et je trouve, alors même qu'ils exercent une mission absolument fondamentale dans la démocratie. Et un dernier mot, Philippe, sur un thème auquel je suis extrêmement sensible, que vous avez développé, qui est celui de la différence du temps judiciaire, du temps psychique. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir par rapport à notre sujet avec les médias, mais je voudrais tout de même que chacun ici soit bien conscient de l'extrême lenteur de la justice, que ce soit pour les victimes, que ce soit pour les accusés et leurs familles des deux côtés. Les procès durent, je le redis, 3 ans, c'est court. 10 ans, ouais, c'est souvent le cas. Et en 10 ans, vous avez un enfant qui est devenu quasi adulte et qui va donc suivre le procès de son père ou de sa mère. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Alors, se passe actuellement un débat juridique extrêmement intéressant que je pose aux profs de droit. Est-ce que le dépassement de la notion de délai raisonnable, qui est un droit, une garantie fondamentale, est une cause de nullité du procès ou pas? Eh bien, vous avez une révolte des juges. Vous avez actuellement 5 à 6 tribunaux qui ont jugé que des procès trop longs ne pouvaient plus se tenir légalement. C'est extrêmement intéressant.
Et la Cour de cassation va rendre un arrêt, nous sommes en février, avant l'été, je pense, sur ce sujet. Et je pense que nous allons avoir une avancée sur ce terrain-là. Alors, c'est important aussi, parce que la presse a des défauts, mais enfin, ceux de la justice, à mes yeux, sont bien pires. Hein. Alors, moi, je veux faire 3 observations. La première, professeur, sur votre remarque. Vous avez raison. François dit, les journalistes remplissent une mission. Mais moi, OK, mais sans compromission et sans soumission à la parole des parquetiers. Et moi, je fais une différence. Alors, c'est vrai que je vis dans le plus beau pays du monde. D'ailleurs, on est le barreau le plus fort de France. Vous avez compris, je vis à la Martinique. Et la capitale, c'est Fort-de-France. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la presse écrite, sans doute, et peut-être que François parle de chroniqueur judiciaire qu'il connaît. Moi, il m'arrive, parce qu'on capte à la Martinique tout aujourd'hui, de voir les chaînes en continu. Et sur les chaînes en continu, je vois des journalistes, puisque c'est le titre qu'il faut leur donner, dans les affaires judiciaires, porter des jugements de valeur, affirmer des choses qui sont extrêmement graves, sans qu'il n'y ait sur le plateau aucune opposition. Je fais une digression pour vous faire un petit peu sourire, sauf si le sujet, est-ce qu'il peut vraiment prêter à sourire? J'ai plaidé ça à Lyon. François n'avait pas pu assister à ma plaidoirie, mais une de ses stagiaires était là. Je plaidais pour un monsieur qui était accusé d'avoir violé sa belle-fille. Et je plaidais l'histoire de Pivot et de Maznev. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiant à Nanterre, donc ça remonte. On nous présentait les émissions faites par Pivot comme l'émission culturelle qu'il fallait absolument suivre. Absolument suivre. Apostrophe. Et ce soir-là, vous avez sur le plateau le frère de Perfit, j'oublie son prénom, le frère d'Alain Perfit. Vous avez Gabriel Maznev, Roger Perfit, merci François. Et puis vous avez Madame Bombardier, qui est une journaliste, je crois, d'origine canadienne. Et il fallait voir Pivot sursauter ses lunettes, entendre Maznev raconter comment c'était génial d'initier à la sexualité une petite fille et un petit garçon de 14 ou de 15 ans, mais ça n'avait entraîné aucun tremblement, ni chez les téléspectateurs, ni dans les commentaires des journalistes qui avaient commenté cette apostrophe-là. Et aujourd'hui, regardez comment Maznev a été rattrapé, et tout ce que l'on sait aujourd'hui du comportement pédophile et de toute une littérature pédophile qui, à la sortie de mai 68, a pu envahir le champ littéraire français. Donc, moi, quand je vois, pour revenir à notre sujet, un certain nombre de personnes, journalistes, prendre la parole et, dans ces traitements d'information, continuer à affirmer un certain nombre de choses, ça me glace le sang. Mon sang est encore plus glacé quand il s'agit d'avocats, et notamment d'avocats qui ont été en responsabilité d'un dossier ou d'une affaire, l'affaire est terminée, et puis 15 ou 20 ans après, la personne qu'ils avaient défendue et qui leur avait fait l'honneur de leur confier leur défense se retrouve rattrapée par une nouvelle affaire. Et cet avocat-là, Maître Edmond Mariette, il est invité sur le plateau de télévision, il se précipite. Et il va être le premier procureur de son ancien client. Je trouve ça grave et inadmissible, et François s'en souvient peut-être. C'est sous le coup de cette émotion-là que j'ai écrit d'ailleurs un article qui est apparu grâce à ton concours, L'avocat et la communication de crise. J'ai dû écrire ça en 2015. Bon. Et parce que je ne comprends pas qu'on puisse céder comme ça à ce type de comportement, tant chez l'avocat, qui est malgré tout tenu par une déontologie, même si tout à l'heure François vous a dit, bon, il y a la déontologie, mais on est quand même tenu par un certain nombre de règles. Et puis, la seconde chose, et là je reviens aux journalistes, c'est là toute la différence entre celui qui va vraiment traiter une information de manière sérieuse et ceux qui sont uniquement sur un précipité pour faire un scoop, parce que le scoop permet tout de suite
de faire monter l'audimat et de vendre son papier ou de vendre son émission. Demain matin, si vous êtes en responsabilité, soit comme magistrat, soit comme avocat ou comme un autre professionnel du monde judiciaire, faites très attention à cette tentation-là. Ah, c'est bon. On revient. Non, on a énormément de questions à vous poser. Finalement, on n'aura pas le temps d'en poser, je pense, plus de 3. Et on va surtout vous les laisser. Non, on a évoqué les affaires tout à l'heure. Et je pense que finalement, à travers une affaire, on peut parfois revenir sur plusieurs points. On avait prévu initialement de séquencer sur avant le procès et pendant le procès pour que Stanislas et Perrine, la semaine prochaine, fassent l'après-jugement. Je pense qu'on va peut-être juste s'arrêter aux affaires avant de vous laisser les questions et peut-être démarrer par vous, Maître Nasser Zadeh. On a parlé de l'affaire du petit Valentin, d'un infanticide. Comment gérer ce type de dossier? Avant cette conférence, on avait évoqué d'autres dossiers, notamment aussi avec vous, Maître Saint-Pierre, d'infanticide. C'est des dossiers si particuliers face à l'opinion publique. Comment gérer, comment prendre ce type de dossier? Oui, il s'agit d'une affaire où un homme et une femme qui sont en couple et dans un délire mystique depuis une vingtaine d'années et qui traversent la France à pied et qui sont, qui tutoient la folie, on va dire ça comme ça. Et l'homme est accusé d'avoir administré 44 coups de couteau à un garçon qui s'appelle Valentin, qui était là dans la rue en train de jouer. Et la femme que je défends uniquement en appel, elle était défendue par quelqu'un d'autre en première instance, est accusée d'avoir commandité en quelque sorte, avoir soufflé l'idée à l'intéressé, la thèse de l'accusation étant que ça s'est passé dans une conspiration un peu mystique de folie, il fallait sacrifier un enfant. Le garçon est défendu par quelqu'un que vous ne pouvez que connaître ici, donc Franck Berton, et qui était venu avec Maître de la Rue, le prénom Hubert de la Rue. Et donc, ils avaient défendu en première instance ce garçon-là, Stéphane Metoiret, son nom est dans la presse, lequel avait été condamné, me semble-t-il, à perpétuité, alors qu'il y avait une bataille d'experts psychiatres pour savoir si son discernement était aboli ou pas. Et il y avait très exactement 10 experts psychiatres qui étaient venus à la barre. La femme avait été reconnue coupable en première instance, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, complicité par instigation. Et me voilà, avocate depuis moins de 5 ans au barreau de Lyon, commise d'office à la défense de cette femme en appel. Et en face, pour les parties civiles, notamment le très médiatique Maître Collard intervient. Et effectivement, une des premières choses que je fais, c'est bien sûr lire le dossier, m'entretenir avec ma cliente, mais je collecte l'ensemble des articles de presse qui ont été rendus en première instance, puisque toute la presse nationale était venue suivre ça. Et c'était intéressant pour ma cliente parce que je voyais qu'article après article, il était titré qu'elle était l'instigatrice, c'était la diable en noir, enfin, c'était des mots comme ça qui avaient été écrits, avec, me semble-t-il, beaucoup d'affection de la part des journalistes pour Franck Berton et donc une façon également de rédiger qui était pro-Stéphane Metoiret, donc le co-accusé qui était sous le joug de cette femme terrible qui avait instigé ça. Moi, la seule façon que j'ai eue de préparer ce procès, ça a été, premier élément, je n'ai communiqué avec aucun journaliste avant l'audience, je n'ai répondu à aucune question des journalistes pour 2 raisons extrêmement simples. La première, c'est que je n'en avais pas spécialement l'expérience, donc il ne m'appartenait pas d'affaiblir la défense de ma cliente. La deuxième, c'est que vu la personnalité de Franck Berton et de Hubert de la Rue, de toute façon, c'était eux qui étaient attendus par la presse et il y avait Collard également. Donc, moi qui venais là-bas avec une élève avocate, nous étions les outsiders de cette affaire-là. Et la deuxième, c'est que je pressentais bien qu'il allait y avoir une bataille d'ego entre les avocats et que précisément parce qu'on était des outsiders, on allait très bien passer dans l'esprit des jurés et pour la défense de notre cliente. Il s'agissait d'une faiblesse qu'il fallait prendre autrement. Il ne fallait pas dire « mais non, on est là, regardez, nous aussi, on est super ». C'était dire « oui, vous avez raison, la pauvre, elle n'a pas des avocats super. Bon, vous rattraperez les erreurs des avocats en la quittant. Hein. Ça va se passer comme ça en réalité ». Et donc, pendant toute l'audience, je n'ai jamais communiqué avec la presse. Le procès durait 2 semaines
Et le président était tout à fait partial et contre la défense que je menais, à telle enseigne que la première semaine, lorsque la première semaine est terminée, le vendredi, une journaliste vient me voir en disant « L'attitude de ce président est inadmissible, je souhaite sortir une double page pour le dénoncer ». Et j'ai demandé à la journaliste de ne surtout pas faire ça parce que non seulement le président allait rééquilibrer, mais en plus, ça m'enlevait l'avantage de dire non seulement vous avez des outsiders, mais vous avez un président qui ne leur donne pas les droits. Le tout cumulé, cette injustice doit finir par un acquittement de la cliente. Nous, on avait un programme d'audience. On s'est tenu exclusivement au programme d'audience. On n'a pas lu les tweets, on n'a pas lu les articles, on n'a pas cherché un seul instant à comprendre ce que les journalistes souhaitaient dire ou faire. Et au final, on a obtenu un acquittement. Alors, tout à l'heure, François Saint-Pierre expliquer que même en étant rugbyman, il est difficile de traverser les journalistes qui attendent. Lorsque l'acquittement a été prononcé, avec ma consoeur, nous, on avait surtout peur qu'il y ait des personnes qui nous lynchent à la sortie de l'audience. C'est déjà arrivé qu'on nous crache dessus, qu'on nous insulte. Donc, on avait surtout peur de ça. On est resté dans la salle vraiment assez longtemps, même très longtemps, jusqu'à ce que l'huissier nous dise « c'est terminé, on va fermer les portes, maître, rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Et j'ai le souvenir de l'escalier de la cour d'assises de Lyon, comme ça, pas à la sortie, à l'intérieur pour aller à la salle des pas perdus. J'étais en haut avec donc, ma consoeur, Mélia Ustune, qui était à l'époque élève avocate. Et là, on voit une trentaine de personnes, les lumières étaient éteintes, il n'y avait que les flashs des journalistes qui nous attendaient. Et ça faisait peut-être une demi-heure que Franck Berton et Hubert Delarue étaient en train de donner diverses interviews sur la condamnation de leurs clients, etc. Et je ne voulais toujours pas leur parler. Donc, on commence à descendre les escaliers. Tout le monde était autour d'eux et bien autour de nous. Et Mélia arrive à s'extirper et moi, je n'arrive pas pour la simple raison que Franck Berton me tient par la robe derrière et m'empêche de passer. Donc, en fait, il y a des images où on me voit faire ça et lui, il est là, il m'attrape derrière. Et les journalistes sont en train de m'interroger sur l'acquittement, il reste à côté de moi. Et donc, moi, je suis là, laisse-moi. Et donc, il me laisse et je dis, oui, elle a été acquittée, c'est une décision juste, c'est même 5 ans en retard puisqu'elle a fait 5 ans de détention provisoire, etc., etc. On s'en va. Et il m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit, tu sais, Roxana, tu as obtenu un acquittement et jamais personne n'en aurait parlé. Je t'ai gardé à côté de moi et je suis restée à côté de toi parce qu'à partir de demain, toutes les images vont tourner en boucle parce que j'y suis, alors que c'est toi qui as obtenu un acquittement. Et donc, c'est pour ça que je suis restée près de toi. Et il était très sincère et c'était très touchant, cette anecdote-là. Donc, pour répondre très précisément à votre question, nous, on a fait comme si la presse n'existait pas. On a fait notre travail et on a tenu le travail. Rapidement, pour remettre en perspective, mais vous savez déjà de quelle affaire je vais parler, l'affaire Maurice Agnolet, pour refaire quelques explications, mais vous les ferez mieux que moi. Un premier procès où il est acquitté, un second où il est condamné, vous faites un pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme pour justement ne mettre en cause la non-motivation des jugements de cour d'assises, si je ne me trompe pas, et vous avez donc un troisième procès qui intervient à Rennes, mais je vais vous laisser peut-être plus expliquer. Quand je disais que la justice tourne lentement, le crime en question date du mois d'octobre-novembre 1977. J'en vois pas beaucoup qui étaient nés à cette époque-là dans cette salle. Hein, bon. Et cet homme était avocat à Nice, un type flamboyant et ambitieux, et dont l'amante disparaît. Mais c'est une voyageuse, donc longtemps on a cru qu'elle était partie voyager. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on se dise c'est bizarre. Et donc il y a une enquête, il a été à ce moment-là convaincu d'avoir détourné l'argent de cette personne, mais pas impliqué dans l'affaire criminelle. Mais déjà pour ça, il avait été radié du barreau et il avait de graves difficultés. Et il a donc été incarcéré. Et il m'a dit cette phrase un jour, puisque la suite de l'histoire fait qu'il va être incarcéré à de nombreuses reprises successives, que seul compte la première fois, parce que ça vous détruit votre personnalité d'être incarcéré.
Et ça m'a marqué ce propos. C'était un homme cultivé, un homme qui avait une personnalité. Hein. Cet homme a vécu ça comme une dépersonnalisation, une fragmentation totale de sa personnalité, après quoi bon, les choses n'avaient plus tant d'importance pour lui. Un non-lieu a été rendu, et puis les années ont passé. Moi, je l'avais vu à cette époque parce que la mère de cette femme disparue, son nom est connu, hein, René Leroux, qui était la propriétaire du Palais de la Méditerranée à Nice, ce célèbre casino, avait écrit un livre, Une femme face à la mafia, dans lequel elle accusait Maurice Agnelet d'avoir trompé dans l'opération. Et en bon avocat qu'il avait été, il maniait les procédures comme une mitraillette. Et donc, il poursuivait absolument toute personne qui parlait de lui. Et comme par hasard, on s'était croisés et j'ai été devenu son avocat à cette époque. C'est pour vous dire que ça peut durer toute une vie d'avocat, une affaire judiciaire. C'est assez étonnant. Et j'ai le souvenir à cette époque d'avoir plaidé contre un avocat âgé qui s'appelait Pierre Jacquet. Ça te dit quelque chose, hein, Philippe, qui avait été le collaborateur historique de cet avocat mythique des années 50, René Floriot. Hein. Et on entendait une manière de s'exprimer, car la langue évolue tout le temps, y compris bien sûr dans les tribunaux. J'en ai comme ça des souvenirs encore émus. Les années passent. Et une autre de ses amantes, mais c'était une époque peut-être de plus grande liberté de mœurs à cette époque qu'aujourd'hui, le dénonce à une juge d'instruction pour dire qu'elle lui avait fourgué un faux alibi, pour dire que le jour de la disparition présumée de son amante, il était avec elle à Genève. Et elle dit c'est faux, etc. Et donc l'affaire est rouverte. Nous sommes en 2000. Donc, on est déjà passé pas mal de temps. L'instruction va durer 5 ans et nous allons nous retrouver dans la cour d'assises de Nice en novembre-décembre 2006. Et là, René Leroux a changé d'avocat et là, Georges Kiechman. Georges Kiechman, fabuleux avocat, ministre délégué à la justice, qui vient de sortir ses mémoires d'ailleurs, hein, qui sont assez intéressantes. Et Agnelet, à l'issue de 5 semaines de débats, animé, sera acquitté. C'était l'époque où les verdicts d'acquittement ou de condamnation n'étaient pas motivés. C'est la voix du peuple. Il est acquitté, on ne sait pas pourquoi. Mais c'était l'époque où, depuis très peu, il y avait une possibilité offerte au procureur de faire appel des verdicts d'acquittement, ce qui n'avait pas été prévu. Moi, j'ai vécu une époque ancienne où un verdict était prononcé, il n'y avait pas d'appel. C'était terminé. Et il y avait une intensité dramatique d'autant plus forte, et d'autant plus que les procès duraient jusqu'à 2-3 heures du matin à cette époque. Mais voilà, les choses évoluent vers plus de rationalité de la justice. Et justement, on passe 1 an après devant la cour d'assises, cette fois-ci d'Aix-en-Provence. C'était en octobre 2007. Le procès est à l'identique. Qu'est-ce qui a changé? Les juges ne sont pas les mêmes, les jurés non plus, mais les avocats sont les mêmes. Ah non, Georges Kiechman n'a plus voulu venir, il a délégué quelqu'un sans être... Bref, passons. Mais le procureur est le même. Et ben, c'est l'inverse. Il est condamné à 20 ans de prison sans aucune motivation. Et je peux vous dire que là, j'ai vécu un sentiment mais déchirant d'injustice. C'est-à-dire que, comme une loterie, on condamne quelqu'un, on l'acquitte, ça marche dans les deux sens. Ultérieurement, j'ai vécu le contraire. Hein. Un homme condamné qui va être acquitté par la suite, ça m'a laissé un goût relativement amer aussi. Je veux dire, il n'y a pas de bonheur judiciaire, c'est pas vrai. Je me souviens, je fais juste une parenthèse, d'un très ancien procès avec Henri Leclerc à Nevers, au début des 90, où c'était un couple d'amants diaboliques et dont le mari de madame avait été retrouvé mort avec une balle dans la tête, qui l'avait donc tué. Et le tueur disait, c'est ce couple d'amants, et que l'on défendait avec Henri Leclerc. Écoutez, le procès se déroule sur une petite semaine au mois de juin. Acquittement des 3, c'est-à-dire des 2 amants qui contestaient, mais également du tireur qui avouait avoir tué à la commande de nos clients. Et à ce moment-là, moi, je suis dans cette cour d'assises, je me dis, mission accomplie quand même. Et je vois les 3 sœurs
de la victime. Et je vois leur visage mais défait par la douleur, par le sentiment d'injustice et d'erreur judiciaire. Et je n'étais pas très fier. Et ben, ça va être la même chose avec l'affaire Agnelet. Parce qu'après cette condamnation que j'ai vécue comme une grave injustice, je suis allé devant la Cour de cassation, où j'ai fait un pourvoi. L'audience s'est mal passée. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a beaucoup évolué depuis. Le pourvoi a été rejeté avec un sentiment de non-examen, si vous voulez. J'ai donc fait non pas un pourvoi, cher Axel, mais une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dire qu'il est totalement inadmissible qu'une personne soit acquittée puis condamnée sans explication. Sans explication. Ça a duré, puisqu'il a fallu attendre jusqu'à janvier 2013, il y a donc 9 ans, un peu plus, pour que la Cour européenne des droits de l'homme rende l'un de ses plus grands arrêts historiques, dont j'étais très fier ce jour-là, condamnant la France et disant il faut motiver les verdicts, ou en tous les cas, il faut s'assurer que les accusés condamnés sachent pourquoi ils sont condamnés. Alors, il faut dire que le gouvernement de l'époque avait pris les devants, sachant que la condamnation allait arriver. Et en 2011, une loi avait été votée pour imposer une motivation des verdicts. Et j'avais été surpris à l'époque de voir que la Cour de cassation avait pris ça très au sérieux et vérifiait la cohérence, la suffisance de ces motivations de verdict. Et vous savez, quand on gagne devant la Cour européenne des droits de l'homme, on a droit à aller devant la Cour de cassation, demander le réexamen de la condamnation. Et donc, j'ai gagné le droit à un 3e procès, cette fois-ci devant la Cour d'assises de Rennes. Maurice, il avait fait 5 ans, 6 ans de prison, il était fatigué, il avait beaucoup changé. C'était bien, je me rappelle quand j'étais allé le chercher à la prison au centre de Mozac, mais ça lui disait pas trop d'aller à nouveau en cour d'assises. Déjà, j'étais moyennement à l'aise, franchement, de lui faire subir ça. Et puis, je sentais que ça allait partir en vrille, mais très sérieusement. Il avait un comportement extraordinaire. Je me rappelle à Aix, quand même, un jour, un juré pose une question. Généralement, on dit « Oh, comme c'est intelligent, votre question », même si on n'en pense pas moins. Il le toise et il lui dit « Mais cette question est totalement stupide, vraiment. » Je dis « Mais Maurice, comment on peut faire? C'est pas possible. » Bref, nous nous retrouvons à Rennes. Et là, nous sommes en 2014. Vous voyez, les années qui ont passé. Et moi, je regardais les enfants de Jean-Charles, le frère d'Agnès Leroux, le nom de la victime. Jean-Charles, qui a à peu près mon âge, si vous voulez, qui était producteur de films, etc. Et j'avais vu les marmots devenir des ados, devenir des adultes. Et je me disais que c'est moi qui leur impose cette épreuve-là. Je vous assure que j'étais dans une ambivalence importante. On a mauvaise conscience quand on est avocat de la défense. Il faut avoir cette notion-là. Sinon, on est dans une surpuissance de narcisse à jouer King Kong, vous voyez de qui je veux parler, enfin bref. Et alors, ce procès s'est fini en tragédie parce que Maurice avait 3 enfants, l'un était mort il y a bien des années, donc 2 fils restaient. L'un l'a toujours soutenu, le soutient toujours. L'autre l'avait toujours soutenu. Il me filait des fraises tagada comme porte-bonheur quand j'avais plaidé pour son père. Comment aurais-je pu imaginer qu'à Rennes, ils viennent dire « Non, c'est faux. Mon père m'a avoué qu'il était le meurtrier, que c'est lui qui a tué Agnès Leroux d'une balle de revolver en plus. » Le Maurice, je l'ai connu pendant des années et des années. Je ne peux jamais croire une seconde qu'il ait pu tuer de sang-froid. Faut savoir ce que c'est, que prendre une arme et tirer sur quelqu'un. Pardon, lisez Ernst von Salomon, Les Réprouvés. Ce type-là qui avait été militaire pendant la guerre explique qu'il a commis un meurtre politique et combien ça avait été dur pour lui de tirer sur quelqu'un. Bon, donc Maurice, tueur, certainement pas. Toujours est-il que le voilà recondamné à 20 ans de prison. Et voyez bien les choses, c'est que si je n'avais pas fait ce recours, non seulement je n'aurais pas infligé ça à tout le monde, je n'aurais pas vécu le moment le plus gênant, cruellement gênant de ma vie d'avocat, si vous voulez, quand l'autre fils est venu dire « c'est lui, il me l'a dit ». Puis d'ailleurs, son avocat le sait très bien. Elle est jurée, louchait sur moi. Je ne savais plus quoi faire. Enfin, si, j'ai su quoi faire. Mais je me suis rendu compte qu'à vouloir exercer des recours comme cela,
Finalement, Maurice Agnolet est sorti de prison peut-être 5 ans plus tard que ce qui aurait été possible. Et l'application des peines, vous en parlerez, à pratiquer très différemment d'une prison à une autre, d'un lieu à une autre. À Rennes, le SPIP ne voulait pas travailler pour lui. Il faut dire que c'était un type pénible. Mais et alors, on ne va pas aider que les gens sympas, sinon d'ailleurs on se reposerait beaucoup. Et donc, il a été transféré ensuite à Caen, où là, vous avez des professionnels absolument remarquables, notamment la JAP, qui a décidé sa libération conditionnelle malgré tous les horribles rapports qui avaient été établis au Centre national d'évaluation. Et cet homme qui avait fait des années de prison, son fils qui l'aidait était parti habiter à Nouméa depuis longtemps. Bon. Et donc, nous avons obtenu qu'il soit... Il quitte après 80 ans, après 5-7 ans de prison, la prison, conduit par un assistant médical qui prenne un avion, il se tape 24 heures d'avion, 12 heures de décalage horaire et il atterrit à Nouméa où c'était le confinement et il a dû passer 15 jours à l'hôtel. 1 mois plus tard, il est mort dans son sommeil. Le voyage s'était achevé. Pendant ce temps-là, pour en revenir à notre sujet sur les médias, mais je ne faisais que répondre à la question d'Axel, eh bien, les médias ont suivi cela tout le temps à charge. Ça a été absolument terrible, sauf un journaliste, Michel Henry, qui a écrit un livre reprenant le dossier, eh bien, expliquant qu'il n'y avait pas de preuves. Toute la théorie de la défense était de dire que quand on ne peut pas dire quand un crime a eu lieu, où il a eu lieu, comment il a eu lieu, il est impossible de dire qui l'a commis. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans Quintilien. Ce sont les Romains qui ont dit ça. Mais le chroniqueur du Figaro, dont j'ai oublié le nom, puis ça vaut mieux, eh bien, non, il ne voyait pas ça comme ça, parce qu'en termes d'émotion, ce type, il devait être coupable, quoi. Vous voyez ? Et donc, le problème aussi de cet archaïsme du procès pénal, c'est que ça, de l'audience pénale, c'est que ça a survalorisé cette chronique judiciaire à l'ancienne, avec, donc, ils me font penser au Verdurin, ces gens-là. Oh ben, nos impressions de salon, c'est que c'est comme ci, c'est que c'est comme ça, etc. C'est insupportable, ça. Voilà. Donc, je ne fais pas que protéger la presse. J'ai mes ennemis. Et je pense que dans la vie judiciaire, il faut clairement identifier ces problèmes-là. La vie n'est pas simple et je pense qu'il faut choisir ses thèmes. Et à ce moment-là, je ne dis pas choisir ses ennemis, c'est pas ça. Mais les thèmes, ils sont pas abstraits. Il y a des gens qui véhiculent des idées malsaines. Et là, maintenant, on le voit bien. Et il faut savoir les attaquer. Parce qu'un avocat n'est pas qu'en défense. Un avocat doit savoir attaquer. Voilà. Maître Edmond Mariette, dernière affaire sur laquelle on revient, qui est la vôtre, et on l'a choisie à dessein en se disant que peut-être celle-ci pouvait montrer cette fois-ci en quoi les médias avaient peut-être pu servir, aider la défense dans ce qu'ils voulaient démontrer, c'est l'affaire Rudy-Alexis. Est-ce que vous pouvez d'abord, avant de rentrer sur comment les médias sont intervenus dans ce dossier, revenir sur ce qu'est cette affaire et dans quel cadre elle s'inscrit? Alors, c'est une affaire un peu compliquée parce que nous, aux Antilles, on a eu nos gilets jaunes bien avant l'Hexagone. On est en 2009. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez beaucoup plus jeune sans doute, mais quasiment vous tous, allez. Et donc, donc c'est même une certitude. Et donc, à ce moment-là, la Martinique et la Guadeloupe sont en grève générale. On a oublié très vite les points de désaccord du départ, mais on était surtout sur une question de cherté de la vie. Vous savez que chez nous, notamment chez les fonctionnaires, vous avez une prime de vie chère de 40%. À La Réunion, elle est de 60%. Et dans d'autres régions ultramarines, elle est encore plus importante. Ce qui s'expliquait parce que faire venir à l'époque les fonctionnaires métropolitains pour venir travailler dans nos régions, ils abandonnaient tout. Il y avait le trajet en bateau. Et puis, le coût de la vie et de la consommation était beaucoup plus important. Mais sur ce combat-là, qui est un grand combat syndical de nos régions, c'était appliqué pour le fonctionnaire qui venait de l'Hexagone, mais pas pour celui qui habitait la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe. Donc, les syndicats se sont beaucoup battus jusqu'à ce que cette surrémunération soit accordée à l'ensemble des fonctionnaires. Malgré tout, ça n'a pas fait disparaître, et en 2009, c'était toujours le cas comme ça l'est aujourd'hui, de grosses disparités
puisque vous avez d'un côté ceux qui sont fonctionnaires, de l'autre ceux qui sont dans le secteur privé, qui n'ont pas ces 40%-là et qui se heurtent tous les jours au panier de la ménagère. Quand on va pousser un chariot de supermarché, les courses que je vais faire quand je suis en région parisienne, ce que j'aurai dans le caddie pour 150 €, à la Martinique, il faut compter 210, 215 €, 220 € pour avoir à peu près la même chose à l'identique. Et donc, cette manifestation est importante. La Guadeloupe est bloquée et Bino est un des syndicalistes, bras droit d'Élie Domota. Il va rentrer un soir, il est minuit, et à ce moment-là, une balle est tirée. Il va décéder au volant de sa voiture. Quand l'enquête commence, on a du mal à identifier la personne qui serait mise en cause. Ils vont finalement appréhender quelqu'un dont on dit qu'il est le tireur. Il s'appelle Rudy Alexis. Le premier procès criminel va se faire en Guadeloupe. On est 4 ou 5 en défense, on va obtenir l'acquittement. Ça se passe sur les marches du palais de justice de Basse-Terre. La procureure générale, qui est devenue quelque temps après procureure générale à Paris, Madame Champrono, il est minuit et quart, et elle dit à l'ensemble de la Guadeloupe et des Antilles, ce procès s'est déroulé avec un acquittement parce que nous sommes en Guadeloupe, parce que les jurés guadeloupéens ont été impressionnés par tout ce que la presse a rapporté et que certains d'entre eux étaient sans doute eux aussi dans la rue à défiler lors des événements de 2009, je vais demander le dépaysement. Et donc, 3 ans après, nous sommes devant les assises de la Seine. Je fais exprès parce que c'est les assises de Paris, mais on a longtemps dit les assises de la Seine. Et pour soutenir l'accusation, on a Philippe Courrat, qui a quitté le parquet de Nanterre, où il était procureur de la République, et qui est devenu avocat général à Paris. Et c'est lui qui tient le siège du ministère public. Notre client Rudy Alexis n'était jamais venu dans l'Hexagone, jamais. Et donc, le procès d'assises est fixé à 14 h. Nous, ce jour-là, avec le décalage horaire, 9 h du matin, on le fait se rendre directement au parquet général de Basse-Terre. Et il dit, voilà, moi, je suis convoqué devant la cour d'assises de Paris, je n'ai pas d'argent pour payer un billet d'avion, et donc je veux savoir ce que vous allez faire. Dans ces cas-là, le président de la cour d'assises de Paris est informé de la situation par le parquet général de Basse-Terre. Il est encadré par les gendarmes et donc il arrive à Paris où il est présenté le lendemain à la cour d'assises. L'avion arrive vers 7 h du matin et à 9 h, il est devant la cour d'assises de Paris. Nous, on avait préparé la défense. On était 4 ou 5, on avait préparé les choses en avance et on a eu un concours exceptionnel, celui de l'archevêché de Paris. Et donc, l'archevêque de Paris va nous faire une attestation d'hébergement indiquant qu'il est prêt à héberger Rudy Alexis tout le temps du procès, que ça ne pose aucune difficulté, etc. Nous, les avocats, en charge du dossier, nous ne sommes volontairement pas à Paris. Et on avait demandé à un confrère parisien de l'assister lors de son arrivée. C'est ce qui sera fait. Puis finalement, le procès va durer à peu près une quinzaine de jours et Rudy Alexis sera de nouveau acquitté par la cour d'assises de Paris. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, on a bénéficié d'une couverture de presse exceptionnelle et c'est la première fois où j'ai pu reconstituer ma plaidoirie. Parce que les tweets dont on parle, vous savez qu'avant, dans les salles d'audience, vous ne pouvez pas filmer, vous ne pouvez pas. Si les avocats ont été des architectes et si on avait la volonté de construire un édifice, après on pourrait retrouver des traces. Mais quand vous plaidez devant une cour d'assises, que vous soyez en partie civile ou que vous soyez en défense, si vous avez écrit un texte ou un embryon, vous retrouvez une base. Mais souvent, quand on est très très bon, c'est qu'on a quitté ces notes. C'est qu'on maîtrise tellement à la fois le dossier, les notes et la thématique sur laquelle on est, qu'à ce moment-là, on est capable de produire véritablement. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour beaucoup d'avocats. Et donc, depuis que les tweets existent, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de confrères, vous pouvez retrouver par les tweets des journalistes au moins l'embryon ou la colonne vertébrale de la plaidoirie que l'avocat a développée. Mais je dois avouer que la justice, rien que par le fait que le droit est une matière en perpétuel mouvement, ce n'est pas une matière figée. La justice, surtout la justice pénale, a ceci de particulier que plus l'on avance dans le temps, plus on se rend compte que la modification des textes de procédure pénale et même de droit pénal permet d'avoir un regard différent sur les affaires.
Tout à l'heure, François Saint-Pierre vous parlait de la cour d'assises où vous n'aviez pas d'appel. Moi, j'ai connu ça aussi quand j'ai commencé. Et le procès qui m'a le plus marqué est celui d'une femme qu'on avait accusée d'avoir payé un quimboiseur, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, pour... non, ils comprennent. Oui, un sorcier. Voilà, donc il faut dire un sorcier. Ah, il valait mieux le dire. OK, bon. Donc un sorcier, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et on disait qu'elle avait payé parce qu'on retrouve son fils sur une de nos plages, un peu une plage en retrait de la route passante, et il flotte. Le premier médecin qui intervient constate à ce moment-là la mort et il dit décès par noyade. Et puis, dans le bourg de la commune, les langues vont se délier et à ce moment-là, on va dire ah non, c'est la mère qui a tué parce qu'elle a payé un sorcier pour qu'il en soit ainsi. La mère n'est pas tout de suite appréhendée. On va fouiller sur ses comptes bancaires, on va retrouver un chèque de 40 000 francs à l'époque, 4 millions, fait à un prêtre vaudou haïtien qui vivait en Guyane. Et on va chercher ce prêtre vaudou haïtien en Guyane et on le ramène à la Martinique. Inutile de vous dire que le déferlement médiatique est à son paroxysme. Les trois partent en prison parce que la mère avait un concubin qui n'était pas le père de celui qui était mort, mais qui était son nouveau compagnon et qui, lui, était un peu celui qui tire les cartes, etc. Et finalement, on va en cour d'assises et on se retrouve en cour d'assises avec des peines de 6 ans pour le concubin comme complice, 16 ans pour la mère et 18 ans pour le prêtre vaudou haïtien. Je sens que le dossier me pose problème. Et 3 jours après, mais c'est aussi ça quand vous êtes dans les juridictions à taille humaine, vous verrez que quand demain vous serez magistrat ou avocat, il vous faudra lutter contre les nouvelles constructions de palais de justice qui font que les magistrats sont enfermés avec des cartes d'accès pire que votre QR code pour entrer à la Cato et qui vous éloignent à ce moment-là tant du justiciable que de l'avocat. Mais à l'époque, c'était possible. Et l'un des assesseurs du président d'assises, je le rencontre, il était notre juge aux affaires familiales, parce que dans des juridictions comme la nôtre, les magistrats font un petit peu de tout. Il y a une grande polyvalence. Il me dit, Maître Edmond-Mariette, vous savez, j'ai beaucoup apprécié votre plaidoirie. Moi, j'étais très gêné parce que des confrères s'étaient moqués de moi. J'avais plaidé en droit pur. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction qui avait pris l'ordonnance de renvoi en cour d'assises, aujourd'hui, dans le code de procédure pénale, vous avez eu une évolution. Le juge d'instruction avant ne pouvait pas prendre d'ordonnance de renvoi direct devant la cour d'assises. Ça passait par la chambre d'accusation, c'est-à-dire la chambre d'instruction d'aujourd'hui dans le code de procédure pénale. Et cette chambre de l'instruction, donc chambre d'accusation, c'est elle qui prenait l'ordonnance de renvoi aux assises, qui était lue intégralement au début de la cour d'assises par le greffier d'audience à la demande du président. Et lui, le juge d'instruction, il avait renvoyé pour assassinat. Et moi, j'avais plaidé que si c'était un empoisonnement, il y avait dans le code pénal un crime particulier concernant l'empoisonnement et que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient renvoyés à ce moment-là pour assassinat et que dans ces conditions, il fallait les acquitter. Bien entendu, je suis passé à côté puisque je vous ai dit les peines. Et ce magistrat, je dis son nom parce que, bon, aujourd'hui, il doit être à la retraite, M. El Gouache, et il me dit, Maître, j'ai beaucoup apprécié ce que vous aviez fait, vous devriez faire un pourvoi en cassation. Je me retourne 2-3 jours après à la prison auprès de la cliente. Elle n'a pas les moyens. Et le délai est court, très court, c'est 5 jours d'ailleurs, donc c'est même un délai plus court. Je dis tant pis. Et je prends sur moi, je forme le pourvoi, je saisis un confrère qui est devenu aujourd'hui un ami, Didier Boutors, près de la Cour de cassation, et je paie le pourvoi de ma poche. La Cour de cassation, chambre criminelle, non seulement va nous donner raison, mais va étendre le bénéfice du pourvoi aux 2 autres condamnés qui ne s'étaient pas pourvus, ce qui est extrêmement rare. Et on se retrouve 3 ou 4 ans après devant la Cour d'assises de Basse-Terre, en Guadeloupe. Et à 1h du matin, les 3 sont acquittés. Je dois avouer que quand vous voyez une juridiction passer d'une position à une autre sur le même dossier,
vous êtes obligé d'être interpellé. C'est ce qui me fait dire, parce que je pense qu'on arrive un peu au terme, ce soir, nous sommes venus devant vous tous les trois. Si vous deviez retenir un de mes messages, en tout cas le mien, très personnel, c'est que vraiment, si vous avez choisi de vous inscrire dans ce parcours-là pour devenir demain soit des avocats, soit des magistrats, moi, je vous dis très honnêtement, vous avez fait le bon choix. Si vous choisissez de faire le barreau, ne vous posez plus de questions en vous disant « ouais, mais ils sont tellement nombreux, les avocats, c'est nombreux, il y en a beaucoup. » Non, oui, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de place pour les fainéants. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne bossent pas. J'aurai bientôt 67 ans. Je bosse encore le samedi et le dimanche à mon cabinet, à la Martinique. Mais c'est comme ça qu'on construit une carrière. C'est comme ça qu'on progresse. Et si vous faites ça avec autant de passion, avec les bons réflexes intellectuels, en vous rappelant de ce que vous apprenez aujourd'hui en DEA ou en master de criminologie, vous verrez que demain, c'est ça, pénal ou le pénal, d'accord. Vous verrez comment ces outils-là vont vous servir et comment ces cours-là vont être précieux. Si vous les gardez, alors moi je les gardais manuscrits parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'ordinateur, mais vous avez la chance de les avoir sur des ordinateurs. Gardez-les précieusement. Et vous verrez que dans 10 ans, quand vous aurez une affaire, vous allez vous dire, mais tiens, mon prof, on dirait un jour, me parler de ça. Et vous retrouverez à ce moment-là, dans ce cours-là, le pilier qui va vous manquer pour asseoir votre démonstration. En tout cas, croyez en cette part de rêve-là. Si vous gardez ce rêve-là intact, vous y arriverez. Rien ne peut vous détourner. C'est ça, avoir la foi. Notre métier, c'est sans doute un métier de passion, mais on ne peut pas faire ce métier-là sans passion. Est-ce que vous avez des questions? Ah. Non, j'y vais. Les gens... J'en profite et puis là, je pense que ça fera une bonne transition puisque vous parliez du rêve à l'instant. Et l'une des questions que je voulais vous poser, qui est peut-être moins, qui est toujours tournée vers les médias, mais qui est moins tournée vers peut-être la moralisation de savoir s'il faut que les débats soient médiatisés ou non. J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez imaginer votre métier sans la médiatisation? Et ce que j'entends par là, c'est que la médiatisation a sans doute servi à la mythologie de certains procès. Et notamment, peut-être que pour vous, avant de devenir avocat, ou en tout cas dans la perspective de réaliser cette vocation-là, il y avait l'idée d'un jour participer à un procès médiatique. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment avez-vous vécu ça, ou en tout cas, comment les avocats que vous êtes aujourd'hui ont vécu le fait d'avoir peut-être une parole qui dépasse celle du procès et qui, via les médias, devient une parole qui dépasse en fait l'instance et puis le tribunal, quoi. Mais en fait, on vit dans un monde très réel. Le métier d'avocat nous fait nous heurter au réel tout le temps. Et on ne choisit pas de vivre dans un monde où il y a des médias ou pas. Il y en a. Et notre part de choix, elle est de devenir avocat. Si on devient avocat, on a peut-être déjà un goût pour le droit social ou, par exemple, pour la défense pénale. Et la défense pénale, vous faites toutes vos études et il y a, combien tu disais, 47 ans, eh bien, il y a ça n'est pas nouveau, ce phénomène-là. On en a parlé toute cette soirée. Donc, nécessairement, on a eu conscience de ce qu'en s'orientant vers un métier d'avocat de la défense, on allait vivre cette expérience du procès public, du procès médiatisé. C'est vrai que je pense qu'aucun d'entre nous n'a été insensible à la question de devenir un avocat dans les médias.
C'est évident. Je pense qu'il est très important de mener une réflexion sur soi-même, et on en parle entre nous, pour solder ce problème-là. Ça ne doit pas être un moteur en tant que tel. Je sais très bien que ça l'est pour certains, mais ma foi, chacun son chemin. Hein. Je vous redis aussi que l'expérience médiatique, moi, en tous les cas, je ne l'ai pas vécue comme quelque chose d'agréable. Hein. C'est quelque chose de profondément angoissant. On a l'impression d'être un gant réversible et c'est pénible. Le regard des gens sur vous dans la rue, ça n'est pas agréable. Autrefois, vous passiez à la télé pendant 3 semaines, vous aviez tout quand même. Enfin bref, vous étiez accablé par des appels malveillants ou des. Enfin bon, bref, tout ce qu'il ne faut pas avoir comme client venait chez vous. C'est quand même difficile. Et ça ne concerne pas que sa propre personne, ça a un impact familial avec le voisinage. C'est quelque chose de difficile à vivre. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Dans le rapport avantage-inconvénient, si vous voulez, personnellement, moi, je me rappelle d'un avocat qu'on avait vraiment beaucoup aimé, et surtout Roxana, on l'appréciait beaucoup, c'est Thierry Lévy. Un jour, il dit dans un lieu comme celui-ci, c'était sur la plaidoirie, comment on vit une plaidoirie, et il dit, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de disparaître. Hein, donc voilà, il y en a, on se demande pourquoi leur obsession, c'est de montrer leur gueule à la télé. Quand on les regarde, on se dit, je sais pas, moi, vous voyez qui? Et donc, lui, c'était différent. C'était différent. Ouais, enfin. Juste avant de permettre à Roxana de conclure, pour répondre à votre question, 2 exemples vécus. Le premier, je suis invité il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années à un débat télévisé. Parce qu'on commence à parler véritablement des souffrances des femmes. Et vous savez que chez nous, outre-mer, les violences aux femmes sont beaucoup plus importantes que dans l'Hexagone, beaucoup plus importantes. Et surtout compte tenu de la construction de la cellule familiale. Et vous avez notamment des incestes qui ont énormément de mal à sortir. C'est un vrai drame. Et donc, on a une émission de télévision, 20h, grand débat. À l'époque, chez nous, il y a peut-être 2 ou 3 chaînes. Aujourd'hui, je vous ai dit, tout arrive par le câble et par le satellite. Et moi, j'ai 5 filles. Et le bandeau pour me présenter avec mon nom, avocat des violeurs. Je vous laisse imaginer le dégât le lendemain quand mes filles sont au lycée ou à la fac. Deuxième exemple. Quand je commence à faire du droit pénal, alors que j'ai un DEA de droit commercial que j'ai passé à Paris 10 Nanterre, je me retrouve à faire du pénal, notamment je suis commis d'office. La presse chez nous, c'est un quotidien, le groupe R100. Il sort tous les jours. Et je suis à cette session d'assises qui dure 3 semaines. J'ai 3 dossiers. Le premier dossier, je plaide en essayant d'obtenir le sursis. Je prends 12 ans. Le deuxième dossier, je plaide en expliquant que mon client, quand on relit un peu le travail des experts, on se rend bien compte qu'ils ne disent pas que le discernement est aboli, mais que manifestement, il y a une difficulté. C'était l'ancien article 64, puisque le texte a évolué aujourd'hui. Je prends 18 ans. Et le dernier dossier, je plaide l'acquittement, mais à fond la caisse, je me défonce pendant 1h30. Le résultat, il prend perpétuité. Je me suis écroulé, je n'ai pas pu conduire ma voiture. C'est le bâtonnier de l'époque, qui était un ami, qui m'a ramené à mon domicile. J'ai fui la cour d'assises pendant 2 ans. Je reviens par accident et à ce moment-là, j'ai un acquittement. Et j'ai recommencé. Je n'ai rien à ajouter à ce que mes 2 avocats ont dit. Je tiens à dire que je suis innocente et je demande pardon aux parties civiles. Bien joué, Roxana. On va conclure avec un peu de retard. Merci beaucoup pour votre présence. Rendez-vous la semaine prochaine pour la conférence de Stanislas Seperine sur la médiatisation des conditions carcérales. Et encore, merci beaucoup à nos 3 intervenants d'être venus ce soir à nos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh,
Merci, c'était très sympa. Merci à vous. Merci vraiment à vous. Nous, on était au spectacle à la meilleure place.